Guy de Maupassant, la maison Tellier. On allait là chaque soir vers 11h, comme au café, simplement. Ils s'y retrouvaient à 6 ou 8, toujours les mêmes, non pas des noceurs, mais des hommes honorables, des commerçants, des jeunes gens de la ville. Et l'on prenait sa chartreuse en lutinant quelque peu les filles, ou bien on causait sérieusement avec madame que tout le monde respectait. Puis on rentrait se coucher avant minuit. Les jeunes gens, quelquefois, restaient. La maison était familiale, toute petite, peinte en jaune, à l'encoignure d'une rue derrière l'église Saint-Étienne. Et par les fenêtres, on apercevait le bassin plein de navires qu'on déchargeait, le grand marais salant appelé la retenue, et derrière la côte de la Vierge avec sa vieille chapelle toute grise. Madame, issue d'une bonne famille de paysans du département de l'Eure, avait accepté cette profession absolument comme elle serait devenue modiste ou lingère. Le préjugé du déshonneur, attaché à la prostitution si violent et si vivace dans les villes, n'existe pas dans la campagne normande. Le paysan dit « c'est un bon métier » et il envoie son enfant tenir un harem de filles comme il l'enverrait diriger un pensionnat de demoiselles. Cette maison, du reste, était venue par héritage d'un vieil oncle qui la possédait. Monsieur et madame, autrefois aubergistes près d'Yvetot, avaient immédiatement liquidé, jugeant l'affaire de Fécamp plus avantageuse pour eux. Et ils étaient arrivés un beau matin prendre la direction de l'entreprise qui périclitait en l'absence des patrons. C'étaient de braves gens qui se firent aimer tout de suite de leur personnel et des voisins. Monsieur mourut d'un coup de sang 2 ans plus tard. Sa nouvelle profession l'entretenant dans la mollesse et l'immobilité, il était devenu très gros et la santé l'avait étouffé. Madame, depuis son veuvage, était vainement désirée par tous les habitués de l'établissement, mais on la disait absolument sage, et ses pensionnaires elles-mêmes n'étaient parvenues à rien découvrir. Elle était grande, charnue, avenante. Son teint pâli dans l'obscurité de ce logis toujours clos luisait comme sous un vernis gras. Une mince garniture de cheveux follets, faux et frisés entourait son front et lui donnait un aspect juvénile qui jurait avec la maturité de ses formes. Invariablement gaie et la figure ouverte, elle plaisantait volontiers avec une nuance de retenue que ses occupations nouvelles n'avaient pas encore pu lui faire perdre. Les gros mots la choquaient toujours un peu. Et quand un garçon mal élevé appelait de son nom propre l'établissement qu'elle dirigeait, elle se fâchait, révoltée. Enfin, elle avait l'âme délicate, et bien que traitant ses femmes en amies, elle répétait volontiers qu'elles n'étaient point du même panier. Parfois, durant la semaine, elle partait en voiture de louage avec une fraction de sa troupe et l'on allait folâtrer sur l'herbe au bord de la petite rivière qui coule dans les fonds de Valmont. C'étaient alors des parties de pensionnaires échappés, des courses folles, des jeux enfantins, toute une joie de recluses grisées par le grand air. On mangeait de la charcuterie sur le gazon en buvant du cidre, et l'on rentrait à la nuit tombante avec une fatigue délicieuse, un attendrissement doux. Et dans la voiture, on embrassait madame comme une mère très bonne, pleine de mansuétude et de complaisance. La maison avait 2 entrées. À l'encoignure, une sorte de café borgne s'ouvrait le soir aux gens du peuple et aux matelots. 2 des personnes chargées du commerce spécial du lieu étaient particulièrement destinées aux besoins de cette partie de la clientèle. Elles servaient, avec l'aide du garçon nommé Frédéric, un petit blond imberbe et fort comme un bœuf, des chopines de vin et les canettes sur les tables de marbre branlantes, et les bras jetés au cou des buveurs, assises en travers de leurs jambes, elles poussées à la consommation. Les 3 autres dames, elles n'étaient que 5, formaient une sorte d'aristocratie et demeuraient réservées à la compagnie du premier, à moins pourtant qu'on eût besoin d'elles en bas et que le premier fût vide. Le salon de Jupiter, où se réunissaient les bourgeois de l'endroit, était tapissé de papier bleu et agrémenté d'un grand dessin représentant Léda étendue sous un cygne. On parvenait dans ce lieu au moyen d'un escalier tournant
terminée par une porte étroite, humble d'apparence, donnant sur la rue, et au-dessus de laquelle brillait toute la nuit, derrière un treillage, une petite lanterne comme celle qu'on allume encore en certaines villes, au pied des madones, encastrées dans les murs. Le bâtiment, humide et vieux, sentait légèrement le moisi. Par moments, un souffle d'eau de Cologne passait dans les couloirs, ou bien une porte entr'ouverte en bas faisait éclater dans toute la demeure comme une explosion de tonnerre les cris populaciers des hommes attablés au rez-de-chaussée mettaient sur la figure des messieurs du premier une moue inquiète et dégoûtée. Madame, familière avec les clients ses amis, ne quittait point le salon et s'intéressait aux rumeurs de la ville qui lui parvenaient par eux. Sa conversation grave faisait diversion aux propos sans suite des trois femmes. Elle était comme un repos dans le badinage polisson des particuliers ventrus qui se livraient chaque soir à cette débauche honnête et médiocre de boire un verre de liqueur en compagnie de filles publiques. Les trois dames du premier s'appelaient Fernande, Raphaël et Rosa la Rosse. Le personnel étant restreint, on avait tâché que chacune d'elles fût comme un échantillon, un résumé de type féminin, afin que tout consommateur pût trouver là. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.